Vous écoutez Exchange, le podcast de CFA Society France, une exploration des univers de la finance. Philippe Maupas débat avec des dirigeants des enjeux stratégiques pour la finance et de l'avenir de l'industrie. Myriam Ferrand nous fait découvrir les métiers de la finance à travers des conversations avec des détenteurs des certifications de CFA Institute. Lenny Kessler échange avec des experts sur les enjeux extra-financiers auxquels la finance peut contribuer de manière effective, tant en matière de durabilité que d'impact. Bonjour, je suis Lenny Kessler, l'un des hôtes du podcast Exchange de CFA Society France. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Geneviève Ferron, l'une des grandes dames de la finance durable, qui a un long parcours d'abord aux Nations Unies, où tu as travaillé sur les sujets d'environnement et d'énergie, puis fondatrice d'Arez, la première société de notation extra-financière. Et maintenant, tu participes à divers projets de réflexion autour des entreprises soutenables. Merci Geneviève d'être là. Merci Lenny, bonjour. Alors bon, je t'ai décrit en juste quelques mots, j'ai fait une ellipse assez immense. Peut-être est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus de détails sur ton parcours et ce qui t'a amené à t'intéresser à ces sujets d'entreprise et de soutenabilité de l'entreprise? Oui, je peux essayer de faire un petit peu plus ou moins elliptique. Alors, j'ai une double formation d'école de commerce et de droit. Et peut-être que ça répond un peu à ta question. C'est-à-dire que j'ai d'abord travaillé aux Nations Unies sur des questions d'énergie et d'environnement dans une décennie qui était extrêmement riche et enthousiasmante, la décennie 90. Enfin, voilà, la fin des années 80 et début 90 plus exactement. Et donc, c'est là qu'en matière de droit international, sur des sujets qui embarquent aussi les entreprises, les ONG, les États, c'est là qu'on se pose des questions sur précisément la soutenabilité de ce modèle de production de consommation, puisque le développement durable en tant que concept, même si le mot sonne un peu vieillot, il s'est élaboré en tournant des années 90. Et donc, très riche, très fertile. Et puis, la Convention sur les changements climatiques en 92 au sommet de la Terre de Rio, qui me donne la certitude que ce sujet, et ça ne s'est pas vraiment démenti, est un sujet existentiel universel. Et là, on va arriver un peu sur tes sujets, et que, bien évidemment, l'argent sera le nerf de la guerre pour pouvoir trouver des solutions, les financer et faire en sorte que les modèles économiques, et donc, on arrive côté entreprise, que les entreprises puissent elles-mêmes répondre à ces impératifs tout en créant de la valeur, tout en redistribuant. Et on voit que c'est toute l'architecture finalement de la croissance dont on a hérité après la guerre qui est en train d'être requestionnée. Voilà, donc en fait c'était un beau sujet pour un sujet de vie. Voilà. Donc voilà, je suis passée côté finance, après j'ai traversé le miroir, j'étais côté entreprise dans des postes de direction développement durable de grosses boîtes. Et où j'ai bien vu qu'on ne pouvait pas être dans la pensée magique, que la situation était complexe, urgente et complexe. Merci. Alors quand tu parles d'urgence et de complexité, ça me fait penser finalement à tout le corpus réglementaire actuel et notamment à la CSRD qui se focalise sur de la data, sur de l'information. Donc tu as créé cette agence de notation extra-financière. Quel est finalement le rôle de cette donnée? Je t'ai entendu récemment expliquer que c'était des couleurs. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Alors oui, je vais essayer de rester sur mes rails parce que c'est un sujet très, très dense. En fait, première chose, il faut s'apercevoir que nous vivons dans la donnée ESG. Nous vivons une époque qui, par rapport à la donnée financière, nous sommes encore dans la genèse, nous sommes encore dans l'âge tendre, puisque la donnée financière, elle est agrégée, je veux dire, depuis quoi, on va dire peut-être la comptabilité, à la Renaissance, mais on a raté le tournant physiocrate, donc la valeur soleil, la valeur terre, on est passé directement à la valeur charbon, si je puis dire. Donc au fond, la question de la robustesse des données ESG, c'est récent parce que c'est précisément cette époque où on se rend compte qu'il faut connaître un peu mieux les paramètres vitaux du capitalisme au sens contrainte physique, données physiques. Mais il n'y a pas de volonté de contraindre les acteurs économiques et les marchés ne sont pas non plus extrêmement en demande.
Et la notation extra-financière, elle est très jeune parce qu'au fond, je dirais qu'elle a véritablement 25 ans, toute voile dehors, dans ses habits plus contemporains. Parce qu'avant, moi, quand j'ai exploré ce monde aux États-Unis à la fin des années 90, les couleurs, il n'y en avait qu'une, c'était plutôt des petits cabinets de recherche. Ils notaient absolument pas les entreprises, c'était classer les entreprises en fonction du flux et du reflux, du vice et de la vertu. C'était des critères d'exclusion. Donc c'était une couleur un peu monochrome, si tu veux. C'était mes valeurs. Là, je suis une fondation, je travaille pour des investisseurs, je travaille pour un fonds religieux, je travaille pour une université. Je considère qu'en fonction du bruit du monde et de ce que me demande ma communauté, je ne vais pas investir dans l'armement, dans les procédés abortifs. Je participe au boycott. Ça peut être aussi en Irlande, en Amérique latine ou en Afrique du Sud. Donc en fait, ce n'est qu'une question d'opinion. Et là, la question de savoir quelle est la performance d'une entreprise qui intègre des critères environnementaux, sociaux, de gouvernance, ça n'existe pas. Donc la forme plutôt contemporaine, elle apparaît vraiment au tournant des années 2000, quand il y a une demande des marchés qui est un petit peu plus forte. Et en France, la loi NRE 2001, qui arrive en 2001, comme son nom l'indique, elle a une puissance, on ne lui rend pas assez hommage à cette loi, parce que quand moi je crée une agence de notation en 97 en rentrant des États-Unis en France, ça revenait à vendre quelque chose qui n'existait pas, de la data, à des gens qui demandaient rien, les investisseurs. Donc c'est quand même pas un modèle extrêmement prometteur. C'est-à-dire que personne ne consolidait, que ce soit au niveau des marchés ou des entreprises, cette donnée ESG. On avait juste des petits critères d'exclusion où on vendait pas d'alcool, de tabac, d'armement, etc. Mais enfin, ça, je veux dire, n'importe quel béotien peut faire la liste, c'est pas très compliqué. Mais essayer de comprendre quelles étaient les logiques sous-jacentes de création de valeur en internalisant des risques sociaux et environnementaux et même en produisant des modèles économiques répondant à des services essentiels, c'était vraiment pas le sujet. Donc les couleurs, elles ont commencé à apparaître au tournant des années 2010 où la donnée est devenue un petit peu plus récurrente, plus fiable. Elle n'était pas non plus extrêmement encadrée, c'était très déclaratif, c'est-à-dire ça le reste encore. Mais ça a permis aux gestionnaires de fonds d'enrichir leur gamme marketing. Et c'est là que les couleurs sont arrivées. On a eu des fonds thématiques, des fonds bleus, des fonds verts, des fonds un peu plus sociaux, des fonds un peu plus droits de l'homme, etc. Mais au fond, ça ne donnait pas non plus une colonne vertébrale extrêmement forte et une cohérence qui forçait le respect. C'était de l'opportunisme, ça mettait un petit peu de couleur dans la gestion d'actifs, mais ça n'a pas mis en tension la profession. Voilà, on était toujours considérés comme des gens sympathiques. Enfin, sympathiques, je ne sais pas, mais en tous les cas, peut-être si on était quand même sympathique, parce qu'il y a toujours une forme de sympathie pour ceux qui défendent les causes perdues. Mais on n'était pas très dangereux et on ne représentait pas un mouvement de fond. Donc, c'est les différentes, le rainbow washing a pu s'exprimer avec, on va dire, une forme de talent assez fort. Mais ce n'était pas vraiment ça, la finance durable. Non. Voilà. Donc, c'était juste peut-être un petit amuse-bouche. Ouais. Merci. Alors, peut-être qu'après l'amuse-bouche, il y a l'entrée et le plat principal. Et en entendant tout à l'heure que tu mentionnais cette absence de volonté de contrainte, finalement, la contrainte, on rentre un peu dans le dur du droit et de la comptabilité. Cette colonne vertébrale, finalement, comment est-ce qu'on la construit ? Où est-ce qu'on peut espérer aller trouver cette solidité ? Alors, le tournant, on va dire que le tournant, il s'est pas réveillé un matin en disant bon, c'est sérieux le ESG, parce qu'en fait, le ESG, c'est pas tant que ce n'est pas considéré comme étant quelque chose de sérieux. Je pense qu'aujourd'hui, on comprend qu'il s'agit d'avoir accès à des données qui vont éclairer des approches de risque, si ce n'est des approches d'opportunité. Et c'est comme si vous vouliez ausculter quelqu'un ou essayer de se rendre compte de ses paramètres vitaux complètement à l'aveuglette. Donc on a besoin, ne serait-ce que la comptabilité carbone, avoir une grammaire sur certains flux physiques qui peuvent s'objectiver facilement. Alors il n'y en a pas énormément parce que c'est plutôt le carbone, parce que les autres, il y a des niveaux de pollution, des seuils de pollution,
on a maintenant une matière qui est beaucoup plus riche et il y a eu des référentiels aussi qui se sont imposés. Donc, l'ESG aujourd'hui est considéré comme quelque chose d'important, mais éminemment qualitatif ou encore en construction. Vous voyez, donc on n'est pas dans des approches comptables qui font autorité et qui sont finalement aussi très simples. Enfin, si je ne veux pas non plus dire que le métier de comptable est simple, mais au fond, c'est assez... il y a quelques méthodologies, et les IFRS, et puis quand on crée de la valeur à Singapour, à Paris ou à Buenos Aires, on doit être capable de trouver des règles de comparabilité pour que précisément on puisse assurer une forme de sécurité dans les échanges économiques. Mais là, on n'en est pas là avec l'ESG. Avec l'ESG, c'est extrêmement compliqué d'arriver au même niveau de comparabilité, de fiabilité, de récurrence, et puis surtout de parler une sorte de langue véhiculaire de l'ESG, parce que précisément, les référentiels sont encore en construction, et puis c'est des sujets éminemment politiques et culturels. Mais on en est là, c'est-à-dire que la demande maintenant est présente parce que précisément la question du carbone, qui est vraiment celle qui emporte, probablement celle qui est la plus avancée du côté des investisseurs, parce qu'elle est maintenant réglementaire, parce qu'elle est rentrée dans les droits positifs, parce qu'on s'aperçoit que tout simplement c'est un facteur de risque et qu'il faut que les analystes financiers, que les gérants de portefeuille soient, comme on dit, fluents en carbone, et même les auditeurs d'ailleurs. En fait, toutes les professions financières doivent commencer à parler le carbone couramment comme quand on parle anglais. C'est-à-dire que si on n'est pas capable de challenger une stratégie d'une entreprise en comprenant sous le capot ce que tu me racontes, c'est quand même des histoires pour les enfants, pour les faire dormir, parce que tu ne tiens pas compte de ton scope 3 ou sur tes objectifs SBTI. Je ne veux pas rentrer dans la polémique, mais qui me paraît tout à fait fondée. On émet des hypothèses complètement farfelues de technologies qui seront matures en 2029, et qu'on va compenser en plantant plein d'arbres, et puis sans changer le modèle d'affaires de l'entreprise, on va être neutre en carbone. Bon, ça, si un analyste financier se contente de ça, c'est vraiment indigent aujourd'hui. Mais encore faut-il que cette personne-là puisse être capable d'aller chercher du savoir, et puis surtout de la réassurance par rapport à ses pairs, et aussi par rapport à la façon dont se décrire ces consensus. Donc on en est là aujourd'hui, c'est rentré dans le droit positif, et notamment en Europe, ce qui amène à la CSRD. Parce que d'une certaine façon, la CSRD, ça peut être vu de deux façons différentes. Ça peut être vu comme, j'utilise toujours cette métaphore, vous savez, quand le sage montre la lune, l'idiot voit le doigt. Elle est formidable parce qu'elle s'applique merveilleusement bien. C'est-à-dire que si vous voyez la CSRD comme « Ah, c'est encore un truc de l'Europe, c'est du reporting, c'est fastidieux, c'est roboratif, ça sert à rien, mais il va falloir que je le fasse, donc... et entre parenthèses, encore un gros chèque à un expert comptable, voilà, sans grande valeur ajoutée, bon, bah ça, c'est un peu idiot. Mais si vous voyez la Lune, c'est quoi? Bah, c'est formidable, c'est que la CSRD, elle a été voulue par les marchés financiers, précisément pour que l'on puisse sortir du brouillard et pouvoir attribuer de façon beaucoup plus claire simplement des financements à des entreprises qui, elles, prennent vraiment la route parce que leurs modèles économiques vont changer, parce que même elles ont une compréhension beaucoup plus fine de ce que va être l'environnement législatif et les contraintes physiques. Donc rentrer dans la CSRD par la stratégie, c'est génial. Et après, effectivement, au service de cette stratégie, où on va prendre conscience de ses vulnérabilités, on va prendre conscience de ses dépendances, on va devoir produire des trajectoires, mesurer des écarts et poser des actes et embarquer les troupes. Après, on a la CSRD et tous les ESRS et on va mettre dans les cases et surtout dans le contrôle de gestion des informations qui étaient auparavant complètement éparpillées, au doigt mouillé et personne pour s'en occuper. Donc, voilà, donc c'est vraiment un exercice qui est éminemment stratégique parce qu'aujourd'hui, les contraintes physiques sont telles que c'est quasiment un non-sens de pouvoir imaginer que les choses vont rester comme elles sont et que ça va le faire. Donc il faut être stratège, il faut être agile, il faut être un peu courageux. Mais là, le droit, voilà, ça y est, on a posé en droit des actes forts qui aussi, à la demande des marchés, sécurisent les entreprises et inversement. Après, ce n'est pas sur tous les continents, on n'a pas encore les mêmes référentiels et on voit qu'il y a des effets des effets de backlash, enfin de retour de flamme, qui sont juste monstrueux, notamment aux États-Unis. Mais aux États-Unis, je pense que double matérialité, on n'en est pas, mais la simple matérialité, c'est quand même, ils savent compter aussi, quoi.
Donc on arrive dans un moment qui est un peu money time au sens littéral du terme. Money time parce qu'il va falloir marquer, et money time parce que ça va vraiment coûter de l'argent. Alors, merci pour ça. Alors effectivement, sans rentrer dans le débat États-Unis, Europe, on voit que le sujet est de plus en plus politique, mais j'ai presque envie de me concentrer sur le G de l'ESG quand tu mentionnes la CSRD, la manière dont on doit l'intégrer dans la stratégie, parce que finalement, on va demander à la gouvernance un élargissement de son périmètre, et en tout cas de sa compréhension, non plus de l'entreprise, mais de l'environnement au sens large, environnement économique, environnemental, social. Et finalement, ce changement de gouvernance, est-ce que c'est lui qui peut servir de colonne vertébrale, et est-ce qu'il est bien enclenché au-delà de la CSRD, puisque bon, elle est encore un peu balbutiante, on va voir comment ça se met en place. Alors, je me remets dans mes habits de noteuse, donc dans la fin des années 90. Alors, l'ESG, je disais toujours à mes analystes, de toute façon, la lettre la plus importante, c'est le G. Parce que si le G n'est pas présent, il ne peut pas y avoir de E et de S. Alors, encore plus à l'époque, parce que le législateur ne demandait rien. Parce qu'il pouvait y avoir en termes de conformité, bon, bien sûr, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et même si la gouvernance n'en a pas grand-chose à faire, il faut le faire. Bon, mais ça, c'est pas ça, la vraie finance ESG. C'est-à-dire que la finance ESG, c'est celle à partir d'une réflexion stratégique puissante et affirmée et incarnée dans la stratégie, décide que il faut faire changer des éléments sur le plan social, environnemental, avec... encore une fois, il ne s'agit pas de renverser la table, mais il s'agit de voir passer en conscience un enjeu. C'est très différent de voir passer un enjeu social, environnemental, de le voir passer d'une phase émergente à une phase de maturité et de se dire je passe mon tour parce que là où je suis dans ma chaîne de valeur, je ne peux rien faire, je ne suis pas légitime, je n'ai pas les moyens, etc. Mais c'est très différent de le voir passer en conscience que de ne pas le voir passer du tout et de le prendre dans la case conformité. Ça devient une source de coûts, ça n'apporte rien en matière de gouvernance, de différenciation, vous pouvez pas devenir vous-même les standards de votre profession, de votre secteur, etc. Donc le G, il est absolument majeur dans la clé de compréhension de l'évolution des modèles d'affaires. Alors, il y a des situations où les gouvernances, c'est plus facile dans certaines configurations que d'autres. Quand vous êtes au milieu d'une chaîne de valeur avec des donneurs d'ordre et des fournisseurs, avec un troisième LBO, où vous êtes coté en bourse, avec vos actionnaires, quel numéro de téléphone, en fait, vous ne savez pas trop. Et puis, c'est les managers qui, en fait, ont pris le pouvoir dans l'entreprise, et on se demande bien qui porte la raison d'être, parce qu'en fait, la raison d'être, elle change un peu à chaque fois qu'il y a un changement à la tête de l'entreprise. Vous voyez qu'il y a des situations dans la gouvernance qui sont plus favorables que d'autres pour appréhender cette mutation. Ce qu'on voit, c'est que plus il y a de l'indépendance dans la gouvernance, et plus il y a du temps long, plus c'est intéressant. On voit aussi qu'il y a des entreprises familiales. Alors, ce n'est pas parce qu'elles sont familiales qu'elles sont formidables, parce qu'il y en a qui sont peut-être désastreuses, mais des entreprises familiales qui sont à l'intersection de grandes contraintes et de grandes valeurs, ça donne du jus. C'est-à-dire qu'il faut se réinventer, mais on a une raison d'être. On n'a pas fait ça. On se souvient pourquoi on a fait ça. Cette raison d'être, bien sûr, elle a une plasticité qui fait qu'elle épouse les contours des mutations en cours. Mais au départ, il y a une étincelle fondatrice. Il y a un rapport à la création et au partage de la valeur. Il y a un rapport peut-être au territoire. Il y a la transmission. Et à cet égard, on trouve par exemple des modèles de fondation actionnaire, qui est un modèle qui est très répandu en Europe du Nord, en Allemagne et voire en Suisse, où les fondations actionnaires, ce sont en général des entreprises, tout ce qu'il y a de plus performantes, ce n'est pas des petites boutiques, dont les familles fondatrices ou le fondateur ou la fondatrice a décidé de donner l'intégralité ou une partie des actions à une fondation qui est un véhicule philanthropique. Et donc, ce véhicule philanthropique est une fondation, se trouve être un actionnaire, mais un actionnaire très particulier parce qu'il est à la fois garant des valeurs du long terme, parce que c'est irréversible. Donc, cette fondation actionnaire va toucher des dividendes, et ces dividendes, parce que c'est précisément un véhicule philanthropique, va s'investir dans des causes qui peuvent renforcer le commun de l'entreprise et de son écosystème, et des causes qui sont beaucoup plus ouvertes, plus larges, et sur lesquelles peut-être il y aura demain des futurs modèles économiques, mais pour l'instant on est dans une forme on renforce un commun
partage de connaissances, l'éducation, de la santé, on va financer des bourses de recherche, on va investir sur le territoire. Et donc, on voit que cette gouvernance-là, elle a une légitimité très forte sur précisément la contribution au bien commun. Et en même temps, elle est vigilante pour que l'entreprise soit pérenne, résiliente, s'adapte et soit rentable. Et toute la question, en fait, c'est quoi le seuil de rentabilité que l'on souhaite pour précisément continuer à avoir cette indépendance, cette liberté d'investir dans ce qui fera sens demain et qui constituera le socle de notre société confrontée à des enjeux majeurs, plutôt que d'être dans une approche plus de prédation, voire de captation de richesses, avec une volonté d'extraterritorialité décidée par finalement une gouvernance qui peut être parfois caricaturale, tellement on se demande si ces personnes vivent dans la même planète que nous. Donc il y a dans la gouvernance à peu près beaucoup de possibilités qu'on n'explore pas. On peut même être une entreprise détenue par une fondation actionnaire avec des investisseurs aussi autour de la table. Ça se fait aussi beaucoup au Danemark, en Suède, en Allemagne. Donc il y a des formes d'hybridation qui sont très fertiles. Mais en France, on a un peu de mal avec ce sujet-là parce qu'il y a une forme de ligne Maginot, vous savez, entre profit, non-profit. Profit, forcément vous êtes méchant, et non-profit vous êtes très gentil, mais c'est quand même une ligne Maginot parce que l'heure est venue à des recherches d'hybridation sur des modèles de création et de partage de la valeur avec potentiellement un actionnaire qui peut être le responsable des communs, le responsable des valeurs et l'arbitre précisément sur ces sujets stratégiques et de raison d'être pour éviter des formes de dépeçage ou de dérive. Donc le G, pour moi, quelle que soit l'entreprise, c'est la bonne question. C'est l'entrée par laquelle il faut appréhender ce filtre de création de valeur. Mais ça demande quand même une maturité, une formation du board, des conseils d'administration, qui est complètement opposée à un capitalisme de connivence. Donc on est un petit peu loin quand même. Alors là, tu m'ouvres la porte à une question peut-être plus politiquement incorrecte, surtout qu'on a quand même essentiellement des auditeurs et des membres du monde financier. Mais bon, j'entends qu'il y a besoin de la fondation actionnaire ou autre système pour penser à redonner au commun et finalement à préserver l'environnement dans lequel l'entreprise peut fleurir. En même temps, on a une contrainte pour la plupart des gérants qui reste en général maximisation du profit. Comment est-ce que dans cette double contrainte opposée, on peut arriver à créer un dialogue qui va générer de la valeur quand même? Est-ce qu'on commence juste par un représentant de la nature au board et puis il est gentil et dans 10 ans peut-être qu'on fait quelque chose? Est-ce qu'il faut directement passer sur des modèles hybrides? En gros, comment on va la contourner cette ligne Maginot? Alors, la question de la ligne Maginot, elle est intéressante parce qu'en fait, en surface, on a l'impression qu'elle existe, mais en fait, il y a les tunnels, il y en a déjà énormément. Hein. Donc, c'est un fromage, la ligne Maginot. Alors, je vais répondre à ta question. La pensée dominante mainstream, c'est effectivement, on est toujours sur les mêmes déterminants en termes de multiples, de création de valeur, de rhétorique, etc. Sauf qu'on voit que le décor change complètement derrière. C'est-à-dire que vous avez quand même peut-être des déclarations extrêmement martiales qui ont l'air extrêmement étayées et rigoureuses. Et derrière, vous écoutez ces personnes. Voilà, c'est comme si, Lénie, je te vois, mais derrière, je vois un décor qui change. Je vois des canicules, je vois des personnes qui pourront plus assurer leur famille et leur entreprise. Je vois des problèmes de santé, je vois des problèmes de migration de malades, je vois que l'agriculture n'a plus de rendement, je vois les problèmes de pollution d'eau, je vois des questions d'inéquité sociale. Je me dis, je veux bien que la création de valeur reste quand même sur des choses qui sont aussi sérieuses et peut-être même rassurantes parce qu'on regarde dans le rétroviseur, mais il y a un décalage qui est très fort. Donc la question aujourd'hui, c'est de savoir comment est-ce que je repense la création de valeur. Et ça demande, ça peut pas être effectivement à l'échelle d'un gérant de portefeuille. Alors si c'est un fonds de private equity, si c'est des entreprises cotées, évidemment, il y a des passerelles différentes, mais si je suis par exemple dans le private equity et que je veux investir dans une entreprise, j'ai quand même
plutôt intérêt à me poser la question de cette entreprise-là dans son écosystème, dans son marché, etc. Est-ce que dans 10 ans, elle est encore là ? Et donc, ça va devenir des réflexes de questionnement extrêmement simples et sains, et d'autant plus, on va dire, étayés qu'on aura de la donnée, même si c'est des données qui... Attention, on n'a pas besoin des 1000 data points. Hein. Je pense que si on est affûté, on sait poser les 4-5 questions qui vont bien pour savoir si l'entreprise elle est dans une trajectoire au niveau de la gouvernance qui est consciente et qui est agile. Donc ça, c'est des réflexes, à mon avis, qui sont accessibles à tout le monde. C'est du bon sens aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vraiment la mer monte, c'est le cas de le dire, c'est compliqué de considérer qu'on reste en vase clos, même si c'est l'impression que ça donne encore. Donc les tunnels, ils sont déjà percés. Là où on a un vrai problème, c'est qui est vertigineux, c'est les multiples. On n'est plus du tout dans la même croissance. C'est pour ça que nous, on parle beaucoup chez Profil de post-croissance. Post-croissance, c'est tout simplement de dire la croissance demain, la croissance verte, c'est le découplage, c'est pas demain la veille, parce que le découplage, ça demande qu'il soit immédiat, universel, qu'il profite à tous, qu'il soit accessible. En gros, le découplage, c'est de dire pour une unité économique produite, on le fait en sortant des énergies fossiles et donc avec des sources d'énergie décarbonées. Alors, le découplage, il a peut-être existé 3 mois dans une usine d'acier en Suède avec de l'énergie hydraulique, tu vois. Mais... Donc là, on raconte aussi des histoires qui tiennent plus la route. Après, mais c'est un imaginaire extrêmement puissant, la croissance verte, parce que ça reste sur les mêmes rails. C'est les mêmes rails de grands multiples, de gros investissements, de solutions. Voilà, c'est la technosolutionnisme, peut-être des choses qui sont intéressantes d'ailleurs, mais clairement, ça tient à lui un peu de la pensée magique. Après, il y a un autre imaginaire qui est très puissant, qui est la décroissance, qui lui est un imaginaire d'ascèse, on se ressaisit, on n'a besoin de rien, finalement on n'a besoin de strictement de rien, donc tout va bien. Oui, sauf que ça fait 200 ans que toutes nos architectures de redistribution, elles sont quand même basées sur la croissance, donc ça pose quand même quelques petits sujets un peu de fine-tuning. La post-croissance, elle est intéressante et ça correspond, c'est ça, je pense qu'un gérant de portefeuille, un analyste financier, il peut tout à fait l'appréhender. C'est se dire maintenant, il y a un nouveau référentiel, c'est les limites planétaires, c'est le donut. Il faut investir dans un espace qui est écologiquement sûr et socialement juste. Donc, veiller à ce que les entreprises n'emplafonnent pas des plafonds environnementaux, qu'elles ne vont pas non plus dégrader le plancher social, c'est-à-dire la capacité qu'auront les générations qui arrivent et qui sont présentes, au moins d'avoir accès aux services essentiels quand les contraintes vont être fortes. Déjà, peut-être qu'investir dans cet anneau, c'est cet anneau qui est finalement intéressant parce qu'on peut inventer d'autres figures du progrès. C'est pas forcément de la contrition et du renoncement, ça peut être au contraire extrêmement stimulant. Donc ça renvoie mais c'est se coltiner, c'est de la résistance. C'est se coltiner une situation où, comme on n'a jamais fait gaffe à ce qu'on plafonnait les minima sociaux, voilà. Sur les minima sociaux, j'avoue que ça a toujours été la variable d'ajustement, on s'en est jamais vraiment préoccupé, mais les limites planétaires, elles vont s'imposer à nous, qu'on le veuille ou pas. Ça sera difficile de ne pas les sentir passer. Donc je pense qu'il y a, dans cette idée d'investir dans cet espace écologiquement sûr et socialement juste, il reste encore de l'espoir et de la possibilité d'imaginer des modèles économiques qui vont quand même créer de la valeur à condition qu'on change les conventions sur qu'est-ce qui crée de la valeur et qu'est-ce qui ne crée pas de valeur. Et à partir du moment où on est crédité parce qu'on renforce un commun, et qu'on est crédité par les choix des investisseurs parce qu'on renforce un commun, moi je dépends de l'eau, je dépends du sol, eh bien il est tout à fait évident que j'investisse dans l'eau, j'investisse dans le sol. Peut-être que dans mon conseil d'administration, j'ai une personne qui représente ce commun eau ou ce commun sol. C'est ce qu'on a fait nous dans les 2 AG du futur qu'on a joué. C'était de dire, dans le cas de Mirliton, qui est une entreprise de l'agroalimentaire, on dépend du sol. Et donc, c'est évident que maintenant, il faut régénérer les sols, tout simplement, parce que même d'un point de vue économique, vous n'allez plus nous suivre. Parce qu'à un moment donné, on est dans une telle dégradation qu'il n'y a plus de richesse possible. Il n'y a plus de bien commun autour de ce commun qu'est le sol. Donc, on peut tout à fait imaginer qu'il y ait peut-être, mais je ne sais pas quand, mais il ne faudrait pas que ça tarde trop, des conventions comptables qui permettent, sur des données comparables, fiables, et d'où la CSRD, de dire cette entreprise dans l'agroalimentaire, celle-là, elle prépare un peu plus l'avenir d'un point de vue eau, carbone et sol, prenons que ça, ou même cycle de l'eau et de l'azote ou du phosphate, que celle qui ne le fait pas du tout. Et si on arrive à réorienter les flux financiers, probablement même
même d'un point de vue assurance, de dire moi, j'assure pas une entreprise qui ne fait rien sur ces sujets-là, parce que je pense que le taux de casse va être terrible. Donc ça va mettre encore 20 ans. Et c'est ce nouveau récit de la valeur qui se joue aujourd'hui avec l'ESG. C'est un nouveau récit de la valeur. Ce qui faisait de la valeur hier ne fait plus de la valeur demain, ne fera plus de la valeur demain. Donc il faut changer nos normes d'évaluation, normes comptables, nos référentiels. Bon, après, c'est aussi la logique du volume et la logique de l'expansion de tous les domaines. On voit bien qu'avec l'IA, on est reparti, on va remettre une pièce dans des logiques de volume, de productivité, d'accessibilité de nouveaux territoires, de création de valeur, qui ne sont pas forcément compatibles avec les limites planétaires. Ce que j'aime beaucoup dans cette idée que tu viens de mentionner, finalement, de renforcer les communs, et dis-moi si mon interprétation est à peu près juste, mais on ouvre un champ de coopération et de nouvelles coalitions absolument immenses. C'est-à-dire que si je me dis que j'ai besoin des sols, mais que je ne peux pas les régénérer tout seul, je vais peut-être me mettre en coopération avec toutes les entreprises, industries et autres sur mon territoire et créer des nouveaux champs. Peut-être que l'un participera plus de manière financière et l'autre plus avec des compétences ou une mise en commun de main-d'œuvre. Et là, l'assureur peut venir jouer un rôle, etc. Donc là, on peut réinventer des modèles pluri-acteurs. Est-ce que c'est le genre de choses que tu vois qui commencent déjà à se développer ou on ne fait que imaginer la possibilité? Alors, dans notre étude entreprise et post-croissance, c'était un des marqueurs de réussite était l'indépendance du capital, bien sûr, mais c'était aussi cette logique de coopération ou de coopétition. C'est-à-dire que s'il y en a un qui bouge, meurt. Le premier qui bouge, meurt. C'est-à-dire que c'est un peu le problème, c'est que le premier qui bouge se sacrifie pour que les autres puissent passer. Mais personne n'a envie de se sacrifier pour que les autres passent, ce que je peux comprendre. On est quand même des bipèdes avec un cerveau qui reste quand même assez reptilien et ému par un instinct de survie à court terme, ce qui d'ailleurs est pas mal, hein. On ne serait pas là pour discuter. Hein. Mais la question de la coopération et de la coopétition, elle est extrêmement intéressante parce qu'au fond, elle a quand même existé, mais plutôt dans des visions un peu d'oligopole et de verrouillage. Mais là, c'est vraiment les communs. Enfin, c'est la thèse d'Elinor Ostrom, c'est-à-dire que si on est plusieurs à s'occuper du sol, et on dépend de ce commun-là, si chacun prend conscience qu'il faut investir ou l'eau ou le sol, c'est plutôt intelligent parce que ça va permettre après à chacun d'exercer ses propositions de valeur comme il le souhaite ou elle le souhaite. Donc la liberté d'entreprendre, elle reste toujours préservée, on va dire la différenciation ou la valorisation, les compétences, mais ça permet de revenir à une vision collective qui est en fait une vision un peu d'égoïsme rationnel, parce que pas forcément besoin d'aimer son prochain, c'est que je dépends de ce commun-là. Et que là, le 21e siècle, c'est vraiment c'est la question de comment est-ce que, sur les limites planétaires, ça devient un sujet d'intérêt commun. Parce que je ne vois pas comment une entreprise seule peut se décarboner. Ça n'est pas possible. Parce que la question des forêts, des puits de carbone, des investissements, de la capture du carbone, du cycle de l'eau, la question de la biodiversité et de la restauration des écosystèmes, s'il y avait une seule entreprise qui pouvait le faire. Alors, effectivement, Elon Musk tout seul va faire de la terraformation sur Mars, mais il me semble déjà qu'on peut essayer d'avoir des chantiers de jeunesse sur la Terre avant, quoi. Merci, je trouve ça extrêmement optimiste de se dire... Alors maintenant, je sais que sur le climat, on a mis 30 ans avant de réaliser qu'il fallait faire quelque chose, mais quand même extrêmement optimiste de se dire que sur les communs, on peut agir tout de suite parce que finalement, il y a une dépendance qui va devenir de plus en plus évidente. Donc sur cette note optimiste, parce que j'aime bien finir sur quelque chose de positif, est-ce que on a une question traditionnelle dans ce podcast, soit un livre, soit un podcast, soit un film à recommander à nos auditeurs? Oui, j'en aurais beaucoup, mais alors attends, je vais essayer de réfléchir. Les podcasts, les vôtres, apparemment, ils ont l'air absolument superbes. J'aime bien le podcast Chaleur humaine du Monde, qui est un bon podcast. On apprend pédagogique, ouvert, simple et de qualité. Les livres, sur ces questions de disponibilité de la nature, je conseille de le lire Hartmut Rosa, qui est un philosophe allemand contemporain, qui a écrit un livre qui m'avait marqué, qui s'appelait « Rendre la nature indisponible ». Cette question très intéressante de dire on a toujours vécu avec un capital naturel qu'on pensait
on va dire, éternel et disponible. Et qu'est-ce que ça devient quand ça nous échappe et que ça doit rentrer justement dans une approche économique et sociétale. Ça va de la disparition des paysages, ça va de la solstagie, mais c'est beaucoup plus fort. C'est de se dire, j'avais un matériau écologique sous la main, je ne l'ai plus. Et je trouve que c'est une réflexion philosophique très intéressante. Après, il y a le ministère du futur de Stanley Robinson qui a été traduit en français. Alors, c'est pas de la grande littérature, mais il est très intéressant. C'est un livre un peu d'anticipation. Comme son nom l'indique, le ministère du futur, c'est un peu, voilà, c'est qui s'occupe du futur. Est-ce qu'aux Nations Unies, on peut mettre en place une forme de... Alors, peut-être c'est ma film Nations Unies qui fait que j'ai aimé ce livre. Et puis, Don't Look Up, je trouve que c'est jubilatoire. Don't Look Up, moi, c'est un film... là, la métaphore de la comète qui va tomber, et puis ceux qui disent non, on peut encore faire de l'argent avec la comète. Je me dis, mais c'est tellement... on va envoyer des trucs pour la dévier, puis on va extraire les minéraux de la comète. Je me dis, mais là, c'est quasiment de la... C'est tellement nous, petites créatures... appétente au gain et toujours délirante dans, on va dire, la fuite technologique, mais ça c'est nous. Donc, à part une mutation de nos gènes, je pense quand même qu'il va falloir qu'on tienne compte de... Voilà, il faut... nous sommes des êtres d'hybris, et comment réincastrer cette hybris dans les limites planétaires, dans le donut, pour des figures du progrès qui nous permettent de continuer à bidouiller, mais pour le bien commun, parce que là, c'est juste la sortie du vaisseau Terre qui est quand même un peu en jeu, quoi. Merci Geneviève pour cette interview, cette note positive de conclusion et ces recommandations. Merci à vous tous qui nous écoutez sur les différentes plateformes de podcast et sur la chaîne YouTube de CFA Society France. Je vous donne rendez-vous pour les prochains épisodes très bientôt. Merci Geneviève. Merci de l'invitation. Vous pouvez écouter le podcast Exchange sur les plateformes d'écoute habituelles et vous y abonner. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker. Ce podcast est fourni à titre d'information et rien de ce qui y est dit n'est assimilable à une recommandation d'investissement. Les invités et les hôtes du podcast Exchange s'expriment à titre personnel.